Antoine Dubois fixa Sophie à travers la table en verre de son bureau, au 40e étage. Ses doigts pianotaient nerveusement sur la surface polie, tandis que les mots se formaient dans sa bouche. Des mots froids, calculés. Il était connu pour ça, pour sa capacité à prendre des décisions difficiles, sans sourciller. « Vous êtes licenciée, Sophie, à compter de ce jour. » Les mots sortirent avec la même facilité qu'il signait des contrats à plusieurs millions d'euros. Mais à l'instant précis où cette sentence quitta ses lèvres, quelque chose se déchira en lui. Ce n'était pas une sensation physique, c'était quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de primordial. Son âme hurla littéralement. Un cri silencieux qui résonna dans chaque cellule de son corps. « Non, n'en faites rien, ne l'abandonnez pas encore une fois. » Antoine cligna des yeux, confus. Encore une fois, il n'avait jamais abandonné personne. Il ne connaissait même pas cette femme. Au-delà de son rôle d'agent d'entretien ces 3 dernières années, Sophie Lemaire, 30 ans, mère célibataire d'une petite fille de 6 ans, toujours à l'heure, toujours discrète, toujours avec ce regard triste qu'il évitait de croiser. Elle resta debout de l'autre côté de la table, ses mains jointes tremblant légèrement. Elle ne pleura pas, elle ne supplia pas, elle acquiesça simplement, ce même regard triste, maintenant chargé d'une résignation qui semblait ancienne, trop ancienne pour ses 30 ans. « Je comprends, monsieur Dubois. Puis-je savoir pourquoi ? » « Restructuration, rien de personnel. » Les mots sonnèrent creux, même à ses propres oreilles. Un mensonge, c'était personnel, profondément personnel, bien qu'il ne puisse pas expliquer pourquoi. Ces 3 derniers mois, la présence de Sophie avait commencé à le perturber, pas professionnellement. Elle était impeccable dans son travail, mais quelque chose en elle le laissait inquiet. Ses cauchemars avaient empiré, des cauchemars qu'il faisait depuis son enfance, toujours le même rêve, une femme criant son nom, une femme mourant seule, une culpabilité qui l'étouffait au réveil. Sophie se tourna pour partir, et dans ce mouvement, Antoine eut l'impression d'avoir déjà été témoin de cette scène, comme s'il avait déjà vu ce dos s'éloigner, comme s'il avait déjà commis cette erreur. La douleur dans sa poitrine fut si intense qu'il dut se retenir à la table. « Attendez !» Le mot sortit avant qu'il ne puisse penser. Sophie s'arrêta, mais ne se retourna pas. Antoine ne savait pas quoi dire. Qu'est-ce qui lui arrivait? Pourquoi avait-il l'impression de commettre l'erreur la plus terrible de sa vie, en la laissant partir? « Vous désirez autre chose, monsieur ?» Sa voix était douce, maîtrisée, mais il y avait une fissure, une fragilité, qui brisa quelque chose en lui. Antoine ouvrit la bouche, mais aucun mot ne vint. Comment pouvait-il expliquer que son âme le suppliait de l'empêcher de partir? Comment pouvait-il dire que chaque fibre de son être criait qu'elle n'était pas qu'une simple employée, qu'elle était importante, essentielle, à lui? Le mot l'effraya. À lui? Quel absurde! Il secoua la tête. « Non, vous pouvez y aller. » Sophie sortit. La porte se referma avec un clic doux, et Antoine eut l'impression d'avoir signé son propre arrêt de mort. Encore une fois, cette nuit-là, les cauchemars revinrent avec une intensité qui faillit le tuer. Mais cette fois, ce n'était pas que des fragments. Cette fois, il voyait des visages, il voyait des noms, il voyait une vie entière se dérouler devant lui, comme un parchemin millénaire. L'an 1325, un petit village dans la France profonde. Il était forgeron, Antoine de Montaigne, rien de grandiose, juste un homme ordinaire, avec des mains calleuses et des rêves modestes. Et elle était sa femme, Sophie de Montaigne, la femme qu'il aimait depuis qu'ils étaient enfants, courant parmi les chênes. Dans le rêve, Antoine voyait tout avec une clarté saisissante. Il voyait le jour où tout avait changé, le jour où un riche marchand traversa le village, offrant des opportunités dans les grandes villes, offrant la richesse, offrant une vie meilleure. Et lui, jeune et ambitieux, décida de partir. Sophie était enceinte de 6 mois. Il promit qu'il reviendrait, il promit qu'il apporterait suffisamment de richesse
pour que leur enfant ne meure jamais de faim. Je reviens dans 6 mois, mon amour, avant la naissance du bébé. Je te le promets. Mais il ne revint pas. L'opportunité se transforma en une autre, puis une autre. Les mois se transformèrent en années. Les lettres qu'il envoyait se faisaient de plus en plus rares. Il se convainquit qu'il faisait ça pour eux, qu'il construisait un avenir, que Sophie comprendrait. 3 ans plus tard, lorsqu'il retourna enfin au village, avec des pièces d'or dans ses poches et des vêtements raffinés, il ne trouva qu'une pierre tombale. Sophie était morte en couches, seule, sans sa main pour la tenir, sans son nom sur ses lèvres. Le bébé, une petite fille, n'avait survécu que 2 semaines. La sage-femme raconta que Sophie l'avait appelée jusqu'à son dernier souffle, qu'elle était morte, le cœur brisé. Non pas par la douleur de l'accouchement, mais par la douleur de l'abandon. Antoine se réveilla trempé de sueur, le cri de Sophie résonnant encore dans ses oreilles. Mais ce n'était pas qu'un cauchemar, c'était un souvenir, viscéral, réel, si réel qu'il pouvait sentir l'odeur de la terre sur sa tombe. Il pouvait sentir le poids de la culpabilité qu'il avait consumée dans cette vie, jusqu'à ce qu'il mette fin à sa propre existence 6 mois plus tard, incapable de vivre avec ce qu'il avait fait. Il se leva du lit, tremblant. Il regarda ses propres mains, des mains de PDG, des mains qui n'avaient jamais tenu un marteau de forgeron. Mais pendant un instant, il jura qu'il voyait des callosités. Il jura qu'il sentait la chaleur de la forge. C'est de la folie, mais l'était-ce vraiment? Il prit son téléphone et tapa son nom dans le système interne de l'entreprise. Sophie Lemaire, 30 ans, mère célibataire. Sa fille avait 6 ans. Le même âge que Sophie aurait eu lorsqu'il l'avait abandonnée dans sa vie passée, le même nom, Sophie. Antoine passa sa main sur son visage. Coïncidence. Ce devait être une coïncidence. Mais alors, il se souvint. Il se souvint de quelque chose qu'il avait vu dans son dossier personnel lors du processus d'embauche. Elle avait une cicatrice de césarienne, au même endroit où, dans le rêve, il avait vu la sage-femme couper Sophie pour tenter de sauver le bébé. 2 heures du matin, il était assis dans son bureau à la maison, entouré de livres sur la réincarnation, qu'il avait achetés impulsivement en ligne, avec livraison express. La plupart étaient des inepties, du mysticisme bon marché, mais certains parlaient de souvenirs viscéraux, d'âmes qui se reconnaissaient à travers le temps, de dettes karmiques qui devaient être payées. Il était un homme de science, de logique, de chiffres et de tableaux. Mais la logique n'expliquait pas la douleur qu'il avait ressentie quand elle avait quitté la pièce, n'expliquait pas ses 28 années de cauchemars identiques, n'expliquait pas pourquoi, ces 3 dernières années, depuis que Sophie avait commencé à travailler dans l'entreprise, les cauchemars s'étaient intensifiés, comme si sa proximité avait réveillé quelque chose d'endormi. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Nous ne faisons que commencer à percer le lien entre Antoine et Sophie, qui traverse 7 siècles. Le lendemain matin, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait en 15 ans de carrière. Il annula toutes ses réunions. Il appela son assistant et demanda le dossier complet de Sophie. Toutes, pas seulement les données des RH, mais tout ce que l'entreprise possédait à son sujet. Daniel, son assistant depuis 10 ans, le regarda avec étonnement. « Monsieur, elle a déjà été sanctionnée. Le service RH va envoyer la lettre de licenciement aujourd'hui. Je veux le dossier, maintenant. » 1 heure plus tard, Antoine avait devant lui toute la vie de Sophie Lemaire sur papier, née dans un petit village de la France profonde, émigrée à Paris à 23 ans, enceinte et seule. Le père de l'enfant l'avait abandonnée. Elle n'avait plus jamais eu de contact avec lui. Elle avait cumulé 3 emplois pendant sa grossesse. La petite était née par césarienne d'urgence. Sophie avait failli mourir. Elle avait passé 2 ans à rembourser les dettes médicales. Antoine sentit la bile lui monter dans la gorge. L'histoire se répétait, même dans les détails. Elle avait été abandonnée enceinte. Elle avait failli mourir en accouchant. Elle avait élevé sa fille seule, en se brisant le dos dans des boulots mal payés. Et lui,
Il l'avait licencié. Il l'avait abandonné de nouveau. Mais il y avait autre chose dans le dossier. Une photo. Une photo que Sophie avait envoyée pour bénéficier d'une aide de l'entreprise l'année précédente. C'était une vieille photo, délavée, qu'elle disait être celle de son arrière-grand-mère. La photo montrait une jeune femme tenant un bébé devant une maison de pierre. Au verso, écrit à la main en vieux français, il y avait un nom et une date. Sophie de Montaigne, 1325. Le papier glissa des mains d'Antoine. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas être, mais c'était là une preuve physique, pas seulement un souvenir nébuleux ou un cauchemar récurrent, une photographie, un document, un nom écrit il y a des siècles, qui coïncidait exactement avec ce dont il avait rêvé. Il saisit le téléphone avec des mains tremblantes, composa le numéro de Sophie. Elle décrocha à la 3e sonnerie. Allô? Sa voix, cette voix. Antoine ferma les yeux et vit Sophie chantant en préparant le pain dans la petite cuisine de leur maison. Vit Sophie riant quand il la surprenait par derrière. Vit Sophie pleurant quand il était parti. Monsieur Dubois, vous êtes là. Il faut que je vous parle personnellement. C'est urgent. Il y eut une pause. Il pouvait entendre sa respiration. Il pouvait sentir son hésitation. À propos du travail? Parce que j'ai déjà signé les papiers du licenciement. Il n'y a plus rien à discuter. Ce n'est pas à propos du travail. S'il vous plaît, c'est important. Autre pause, plus longue, puis avec un soupir qui sonna comme une résignation. D'accord. Où? Antoine donna l'adresse d'un café tranquille, neutre, assez public pour qu'elle se sente en sécurité, assez privé pour la conversation qu'il avait besoin d'avoir. Quand il raccrocha, il réalisa qu'il transpirait. Ses mains tremblaient. Lui, qui avait négocié des fusions à plusieurs milliards d'euros sans scier, était terrifié à l'idée de rencontrer une ancienne employée de ménage. Mais elle n'était pas que ça. Elle ne l'avait jamais été. Et à un niveau profond, il l'avait toujours su. Le café était petit, décoré avec des plantes et de la lumière naturelle. Antoine arriva 15 minutes en avance et commanda un café qu'il ne parvint pas à boire. Quand Sophie entra, il sentit l'air quitter ses poumons. Elle portait une robe simple et avait les cheveux attachés en un chignon. Rien de spécial, rien d'extraordinaire. Mais pour lui, elle était la chose la plus belle qui ait jamais existé. Et il savait exactement pourquoi. Sophie s'assit en face de lui, son sac sur les genoux comme un bouclier. Elle ne sourit pas, ne le salua pas. Elle attendit simplement, toujours si contenue, toujours si forte, même quand elle se brisait de l'intérieur. Antoine ne savait pas par où commencer. Comment dire à quelqu'un qu'on a traversé 700 ans pour la retrouver de nouveau? Comment expliquer qu'il l'avait licenciée parce que sa proximité réveillait des souvenirs d'une vie qu'il avait ruinée? Je sais que ça va paraître insensé, mais j'ai besoin que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Et alors, il raconta tout, les cauchemars qu'il avait depuis l'enfance. Leur intensification quand elle avait commencé à travailler dans l'entreprise, le rêve de cette nuit, le village, le forgeron, la promesse brisée, sa mort, son suicide, la photographie dans le dossier, chaque mot sonnait plus fou que le précédent, mais il ne parvenait pas à s'arrêter. Sophie l'écouta en silence. Son visage était un masque, impossible à lire. Quand il eut terminé, elle resta là, assise, pendant un long moment, regardant simplement ses propres mains, des mains petites, calleuses à cause du travail acharné, des mains qu'il avait tenues dans une autre vie. Vous pensez que je suis votre femme réincarnée d'il y a 700 ans? Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, plate, sans émotion. Je sais comment ça sonne, mais les coïncidences sont trop nombreuses. Votre nom, la cicatrice, l'histoire de votre vie, la photographie. Je n'ai jamais cru à rien de tout ça. Sophie, je suis un sceptique, mais je ne peux pas ignorer. Elle le regarda finalement, et dans ses yeux, Antoine vit quelque chose qui le fit arrêter de respirer, de la reconnaissance, pas de la surprise, pas de l'incrédulité, mais de la reconnaissance. Je sais. Les deux mots tombèrent entre eux comme des pierres dans un lac silencieux.
Depuis le premier jour où je vous ai vu, je l'ai su, pas rationnellement, mais quelque chose en moi a crié. Oh, quelque chose en moi vous a reconnu. Et j'ai passé 3 ans à essayer d'ignorer, à essayer de me convaincre que ce n'était que de l'attirance, ou de l'imagination, ou de la solitude. Mais ce n'était rien de tout ça. Sophie ouvrit son sac et en sortit un vieux carnet. Les pages étaient jaunies, la couverture usée. Elle l'ouvrit à une page marquée et le fit glisser sur la table jusqu'à Antoine. C'étaient des dessins, des dizaines d'entre eux, tous du même homme. Un homme avec les yeux d'Antoine, avec la forme de son visage, avec la petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche qu'il avait depuis sa naissance. Les dessins montraient l'homme dans différents contextes, dans une forge, dans une maison simple, tenant un enfant, et dans l'un d'eux, pendu à une poutre en bois. Je dessine ça depuis que j'ai 7 ans. Ma mère m'a emmené voir des psychologues. Ils ont dit que c'était de l'imagination fertile. Mais j'ai toujours su que ce n'était pas ça. J'ai toujours su que c'était des souvenirs. Les mains d'Antoine tremblèrent en tenant le carnet. Il était là, son propre visage le regardant à travers les siècles, dessiné par une petite fille qui ne l'avait pas encore rencontré dans cette vie. Pourquoi vous n'avez jamais rien dit? Parce que qu'est-ce que j'aurais pu dire? Parce que vous êtes mon patron millionnaire et que je suis une femme de ménage. Parce que vous me regardez à peine. Parce que même si toutes les cellules de mon corps crient que je vous connais, que je vous ai aimé, que je suis morte à cause de vous, la réalité, c'est que vous êtes un inconnu qui paie mon salaire, ou qui le payait. L'amertume dans la dernière phrase le coupa. Elle avait raison. Il l'avait licenciée. Il l'avait abandonnée de nouveau, même sans savoir consciemment qui elle était. L'histoire se répétait parce qu'il l'avait permis, activer la cloche des notifications, parce que cette histoire est sur le point de prendre une tournure qui va bouleverser tout ce que vous croyez sur le destin et les âmes sœurs. Antoine referma le carnet avec soin, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée, et d'une certaine manière, ça l'était. C'était la preuve que 2 êtres humains pouvaient porter le même souvenir à travers l'abîme du temps, que l'amour, la douleur ou la culpabilité pouvaient être si intenses qu'ils transcendaient la mort. Je suis tellement désolé. Ces mots étaient ridiculement inadéquats. Comment s'excuser pour 700 ans? Comment se racheter pour avoir abandonné quelqu'un dans 2 vies différentes? Pourquoi exactement? Pour t'avoir quitté, pour t'avoir abandonné dans la vie passée, pour être mort et t'avoir laissé avec la culpabilité de t'avoir entraîné dans la mort aussi? Antoine cligna des yeux. Quoi? Tu crois que tu es le seul à te souvenir? Tu crois que tu es le seul à avoir des cauchemars? J'ai passé 700 ans à porter la culpabilité de t'avoir tué, Antoine, parce que c'est ce qui s'est passé. Quand tu es revenu et que tu m'as trouvée morte, quand tu as vu la tombe de notre fille, tu t'es pendu. Et moi, où que mon âme se trouva à ce moment-là, je l'ai senti. Je t'ai senti mourir à cause de moi. J'ai senti le poids d'avoir ruiné ta vie simplement en mourant. Une larme coula sur son visage, la première, et voir Sophie pleurer fut comme un couteau dans la poitrine d'Antoine. Nous portons tous les 2 cette dette. Toi, pour m'avoir abandonné. Moi, pour être morte et t'avoir emmené avec moi. Et maintenant nous sommes ici, 700 ans plus tard, encore pris dans le même cycle. Toi qui me repousses. Moi qui suis toujours perdu sans toi. Non. Plus maintenant. Antoine tendit la main à travers la table. Sophie la regarda comme si c'était un serpent. Mais alors, lentement, elle posa sa main dans la sienne. Et au moment où ils se touchèrent, ils le sentirent tous les 2. Un courant électrique, une plénitude, comme si 2 moitiés séparées violentement se réunissaient enfin. J'ai passé cette vie entière à construire des empires, à accumuler richesse, pouvoir. Tout ça parce que, à un certain niveau, j'essayais encore de prouver que ça en valait la peine, qu'abandonner Sophie et courir après la fortune en valait la peine. Mais ça n'en valait pas la peine, jamais. Et j'ai gaspillé 40 ans à apprendre ce que je devais déjà savoir. Qu'aucune somme d'argent ne vaut une seule vie à tes côtés. Sophie lui serra la main.
Leurs doigts s'entrelacèrent comme s'ils l'avaient fait des milliers de fois. Et ils l'avaient fait dans une autre vie, dans un autre monde. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que je ne sais pas comment réparer 700 ans d'erreur, on recommence, du bon côté, sans abandon, sans promesses brisées, sans laisser la peur ou l'ambition nous séparer. Mais ce ne sera pas facile. Le monde va nous regarder et ne voir qu'un PDG riche et son ancienne femme de ménage. Ils diront que c'est de l'intérêt, que c'est un jeu de pouvoir, que ce n'est pas réel. Laisse-les dire. Nous connaissons la vérité. Et la vérité, c'est que nous sommes connectés d'une manière que la plupart des gens ne connaîtront jamais. Ni dans une vie, encore moins dans plusieurs. Ils restèrent là, les mains entrelacées, tandis que le café autour d'eux continuait son train-train habituel. Des gens commandant des lattes, tapant sur des ordinateurs portables, riant avec des amis. Personne ne réalisait que là, à cette table du coin, deux âmes étaient en train de se réunir à travers les siècles. « Il y a une chose que je dois te montrer. » Antoine lâcha sa main à contre-cœur et prit son téléphone. Il ouvrit la galerie de photos et la lui montra. C'était la photographie du dossier. La photo de l'arrière-grand-mère de Sophie, Sophie de Montaigne. Je l'ai prise dans ton dossier d'employé. Je sais que c'est une violation de la vie privée. Mais cette photo n'est pas de mon arrière-grand-mère. Quoi? Sophie prit le téléphone et regarda l'image attentivement. Un petit sourire triste apparut sur ses lèvres. J'ai menti sur le formulaire. Cette photo, je l'ai trouvée dans un magasin d'antiquités quand j'avais 19 ans. Elle était dans une boîte de vieilles photographies que personne ne voulait. Et quand je l'ai vue, c'était comme me regarder dans un miroir. Pas seulement l'apparence physique, mais quelque chose de plus. Je l'ai achetée pour 2 €. Et au verso, il y avait le nom, mon nom. Et cette date, je n'ai jamais compris jusqu'à maintenant. Alors tu as trouvé une photographie de toi d'une vie passée dans un magasin d'antiquités? Il semble que oui. Ils rirent tous les deux. C'était un rire nerveux, presque hystérique, parce que l'alternative était d'accepter qu'ils étaient complètement fous, ou d'accepter que l'univers fonctionnait d'une manière beaucoup plus mystérieuse que quiconque n'était prêt à l'admettre. Il y a encore une chose que je dois savoir. Sophie le regarda. Ta fille, le père de Sophia, l'homme qui t'a abandonnée enceinte, qui était-ce? Une erreur, un homme que j'ai rencontré quand je suis arrivé en France. Il a promis des choses, promis de rester. Et puis il a découvert que j'étais enceinte et il a disparu. Tout comme tu as disparu il y a 700 ans. J'ai choisi le même type d'homme, répété la même erreur. Ou peut-être que ce n'était pas une erreur. Peut-être que c'était nécessaire pour m'amener jusqu'ici, pour amener Sophia au monde. Sophia, 6 ans, le même âge que leur fille aurait eu dans la vie passée quand Antoine est parti. Les coïncidences ne s'arrêtaient pas. Je veux la rencontrer. Sophie hésita. Antoine, c'est trop rapide, trop intense. Sophia n'est qu'une enfant. Elle ne comprendra pas. Je ne parle pas de lui raconter des histoires de vie passée. Je parle de rencontrer la fille de la femme que j'aime. Le mot sortit naturellement, comme s'il avait toujours été là, attendant d'être prononcé. Et peut-être qu'il l'était. Peut-être qu'il aimait Sophie depuis 700 ans. Peut-être que cet amour n'était jamais mort, simplement endormi, attendant le bon moment pour se réveiller. Tu ne m'aimes pas. Tu me connais à peine. Je te connais. Peut-être pas les détails de cette vie. Peut-être pas tes plats préférés ou tes films préférés. Mais je connais ton âme. Et mon âme reconnaît la tienne. Et c'est plus profond que toute connaissance superficielle. Sophie ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, ils brillaient. Je t'aime aussi. Dieu m'aide. Mais je t'aime. Et c'est terrifiant. Parce que je t'ai déjà perdu une fois. Et je ne sais pas si je pourrais survivre à te perdre de nouveau. Alors ne me perds pas, et je ne te perdrai pas, plus jamais. Laissez votre super thanks si cette histoire vous touche profondément. Votre soutien nous permet de continuer à proposer des histoires qui explorent les mystères de l'amour éternel. Les semaines qui suivirent furent les plus étranges de la vie d'Antoine. Lui, qui avait toujours fonctionné avec une logique pure,
se retrouvait maintenant à naviguer sur des territoires qui défiaient toute explication rationnelle. Il réembaucha Sophie, mais pas comme femme de ménage, comme son assistante personnelle. Cette décision fit des vagues dans l'entreprise. Des rumeurs circulèrent, mais Antoine s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, il ne prenait pas une décision basée sur l'optique ou la politique d'entreprise. Il prenait une décision basée sur quelque chose de beaucoup plus fondamental. Il se retrouvait quotidiennement, des conversations qui duraient des heures. Il apprenait à connaître sa vie, comment elle avait échappé à une enfance difficile dans la France profonde, comment elle avait émigré seule, enceinte, avec seulement une valise et un rêve. Il racontait comment il avait construit une vie pour Sophie de ses propres mains, travaillant des quarts de travail doubles, dormant 4 heures par nuit, sans jamais se plaindre. Et Sophie en apprenait plus sur lui, sur le garçon solitaire qui avait grandi dans des familles d'accueil, sur comment il s'était fait tout seul, construisant sa première entreprise à 18 ans avec de l'argent emprunté, sur comment l'ambition l'avait consumé parce qu'il n'avait jamais rien eu et la peur de retomber dans le dénuement était plus forte que tout. Ils étaient des reflets l'un de l'autre, 2 survivants, 2 combattants, 2 âmes qui avaient été séparées violentement et qui maintenant, finalement, avaient la chance de se réunir. La première rencontre avec Sophie eut lieu dans un parc. Sophie Lemaire était visiblement nerveuse, arrangeant sans cesse les cheveux de la fillette. Sophie était petite pour ses 6 ans, avec d'énormes yeux curieux. Elle regarda Antoine avec la méfiance naturelle d'un enfant qui a appris tôt que les hommes peuvent disparaître. « Sophie, voici Antoine, c'est un ami de maman. Tu es riche ?» La question directe arracha un rire à Antoine Dubois. « Oui, je le suis. Ma maîtresse a dit que les gens riches sont méchants. » Antoine s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur, et au moment où ses yeux rencontrèrent les siens, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Il vit un flash de mémoire qui n'était pas la sienne. Il vit un bébé nouveau-né, minuscule et fragile, dans les bras d'une sage-femme. Il vit le bébé lutter pour respirer, lutter pour vivre et échouer. La fille qu'il n'avait jamais connue. La fille qui était morte parce qu'il n'était pas là. Et maintenant, elle était là, de nouveau. Le regardant avec des yeux qui portaient une sagesse trop ancienne pour 6 ans, Antoine cligna des yeux, chassant la vision. Quand il parla, sa voix était rauque. Certains le sont, d'autres non. Tout comme certains pauvres sont bons et d'autres méchants. L'argent ne définit pas qui tu es. Tes choix te définissent. Sophie réfléchit à cela avec le sérieux d'un juge. Tu as fait de bons choix? Antoine regarda Sophie Lemaire par-dessus la tête de la fillette. Elle le regardait avec une expression qui disait qu'elle avait, elle aussi, senti, elle aussi vu, elle aussi savait, pas toujours. Mais j'essaie d'en faire de meilleurs. Maintenant, Sophie sembla accepter cela. Elle prit la main d'Antoine, avec la confiance soudaine que seuls les enfants ont. « Tu veux jouer à la balançoire avec moi ? Maman ne veut jamais, parce qu'elle dit qu'elle a le vertige. » Mais avant de se relever, Sophie fit quelque chose qui laissa Antoine et Sophie Lemaire sans voix. Elle toucha le visage d'Antoine de sa petite main et dit, avec la sincérité brutale que seuls les enfants possèdent, « Je te connais, je t'ai vu dans mes rêves, tu pleurais. » Antoine sentit des larmes brûler ses yeux. Comment pouvait-elle savoir? Comment un enfant de 6 ans pouvait-il porter des souvenirs d'une vie qui s'était terminée avant même de commencer? Mais Sophie Lemaire hocha simplement la tête, comme si c'était normal, comme si elle s'y était attendue. Sophie fait des rêves depuis sa naissance, des rêves avec des endroits qu'elle n'a jamais visités, des gens qu'elle n'a jamais rencontrés. J'ai toujours pensé que c'était juste de l'imagination, mais maintenant, nous savons que ce n'est pas le cas, compléta Antoine. Et ainsi, Antoine passa l'après-midi à se faire traîner par une fillette de 6 ans à travers des balançoires et des toboggans. Et pour la première fois en 40 ans, il se sentit complet, non pas parce qu'il signait un contrat à plusieurs millions d'euros, non pas parce qu'il agrandissait son empire, mais parce qu'il jouait dans un parc avec la fille de la femme qu'il aimait, faisant ce qu'il aurait dû faire il y a 700 ans, restant, étant présent.
Choisissant l'amour au lieu de l'ambition, quand le soleil commença à se coucher, Sophie dormait sur ses genoux sur le banc du parc. Sophie Lemaire s'assit à côté, la tête sur l'épaule d'Antoine, et là, dans ce moment simple, tous deux sentirent quelque chose se mettre en place, comme une pièce de puzzle qui trouvait enfin sa place. Elle t'aime bien. Le sentiment est mutuel. Elle est incroyable. Sophie Lemaire, tu as fait un travail incroyable avec elle. J'ai fait de mon mieux, mais c'était difficile, tellement difficile. Il y a eu des nuits où je ne savais pas comment nous allions survivre, des nuits où elle pleurait de faim parce que je n'avais pas assez d'argent pour la nourriture et le loyer, des nuits où je pleurais avec elle, me sentant la pire mère du monde. La voix d'Antoine se fit dure. Où était son père pendant ces nuits? Disparu, tout comme toi. Tu as disparu quand j'avais le plus besoin de toi, dans l'autre vie. C'est drôle comme les schémas se répètent. Ou peut-être que ce n'est pas drôle. Peut-être que c'est juste tragique. Je vais réparer ça. Je ne peux pas changer le passé, ni de cette vie, ni de l'autre. Mais je peux garantir que l'avenir sera différent, que tu n'aies plus jamais à choisir entre la nourriture et le loyer, que Sophie ait tout ce dont elle a besoin, que vous ayez toutes les deux la sécurité que vous méritez. Sophie Lemaire recula, le regardant avec un mélange d'espoir et de peur. Je ne veux pas de ton argent, Antoine. Ce n'est pas pour ça que je suis ici. Je sais, tu es ici parce que ton âme a reconnu la mienne, tout comme la mienne a reconnu la tienne. Mais cela ne change rien au fait que j'ai des ressources et que tu te bats. Laisse-moi t'aider, pas par charité, mais comme quelqu'un qui aurait dû être à tes côtés depuis le début. Et si tu changes d'avis? Et si, dans 6 mois, tu te réveilles et que tu réalises que tout ça, c'était de la folie, que la réincarnation n'existe pas, et que nous sommes juste 2 étrangers qui se sont persuadés d'un fantasme? Alors nous serions toujours 2 étrangers qui s'aiment, et ce serait suffisant. Cette nuit-là, Antoine fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Il alla sur Internet dans des forums sur la réincarnation. Il lut des centaines de récits de personnes qui affirmaient se souvenir de vies passées. La plupart semblaient clairement faux, fantasmes, envie d'être spécial, mais certains avaient cet air de vérité, cette spécificité de détails qui ne pouvait être inventée. Comme la femme qui se souvenait d'avoir été un soldat pendant la Première Guerre mondiale et qui pouvait réciter l'ordre de bataille exact de son régiment. Comme le garçon de 4 ans qui décrivait avec précision un village en Inde où il n'avait jamais été, y compris des noms de rues qui n'existaient que sur des cartes anciennes. Et puis, il y avait les cas documentés. Des enfants qui se souvenaient de vies spécifiques qui avaient été vérifiées. Des personnes qui parlaient des langues qu'elles n'avaient jamais apprises. Des marques de naissance qui correspondaient à des blessures mortelles de vies antérieures. Antoine n'était plus sceptique. Il ne pouvait pas l'être, pas après tout ce qu'il avait vécu. Mais il était toujours scientifique dans son essence. Et les scientifiques avaient besoin de preuves. Il passa des heures à faire des recherches. Chaque article en entraînait un autre. Chaque récit le faisait remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur la réalité. Il y avait des études de l'Université de Virginie qui documentaient plus de 2500 cas d'enfants avec des souvenirs vérifiables de vie passée. Il y avait des cas de xénoglossie, où des personnes parlaient couramment des langues qu'elles n'avaient jamais étudiées. Il y avait même des correspondances physiques, des cicatrices et des marques de naissance, qui apparaissaient exactement là où des blessures mortelles s'étaient produites dans des vies antérieures. Plus Antoine lisait, plus les pièces du puzzle s'assemblaient, les cauchemars constants depuis l'enfance, le sentiment de culpabilité sans origine, le vide qu'aucune réussite professionnelle ne comblait. Tout prenait sens, vu à travers le prisme de la réincarnation. Il ne se contentait pas de construire un empire pour prouver sa valeur. Il essayait, inconsciemment, de justifier l'erreur qu'il avait commise. 700 ans auparavant, il essayait de prouver qu'abandonner Sophie et courir après la fortune en avait valu la peine. Mais cela n'avait pas valu la peine.
Et il a gaspillé 40 ans à apprendre une leçon que son âme connaissait déjà. Antoine regarda sa montre. 4 heures du matin. Dans quelques heures, le soleil se lèverait sur un nouveau jour. Un jour où Sophie ne serait plus dans l'entreprise. Un jour où il devrait voir les salles de réunion et les couloirs sans sa présence, même discrète. Et cette idée le rendait physiquement malade. Il prit le téléphone, hésita. Il était 4 heures du matin. Elle devait dormir, probablement à côté de sa fille, Juliette, dans ce petit appartement, qui avait à peine de la place, pour elles deux. Mais il avait besoin d'entendre sa voix. Il avait besoin de savoir qu'elle était encore là, qu'il n'était pas encore trop tard. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Antoine était sur le point de raccrocher. Quand elle répondit « Monsieur Dubois, il s'est passé quelque chose ?» Sa voix était inquiète, effrayée, manifestement réveillée, en sursaut. Et Antoine sentit une vague de culpabilité. « Je suis désolé. Désolé de vous appeler si tard. J'avais juste besoin d'entendre votre voix. » Il y eut un silence. De l'autre côté, Antoine pouvait entendre sa respiration. Il pouvait l'imaginer, assise sur son lit, les cheveux en bataille, les yeux encore gonflés, de sommeil. « Vous allez bien ? » ?»« Non, je ne vais pas bien. Sophie, je sais que ça semble fou. Je sais que nous sommes pratiquement des étrangers, mais quelque chose en moi vous reconnaît, et ça me tue. De vous avoir renvoyé, ça me tue. Littéralement, encore un silence. Puis, si bas, qu'il l'entendit à peine. Moi aussi, je vous reconnais, et ça me fait plus peur que tout ce que j'ai jamais ressenti. Pourquoi ? Parce que reconnaître quelqu'un qu'on n'a jamais connu dans cette vie, ça signifie accepter qu'il y a des choses au-delà de notre compréhension. Ça signifie accepter que peut-être nous n'avons pas autant de contrôle que nous le pensons. Ça signifie accepter qu'il existe un destin. Et j'ai passé ma vie entière à lutter contre le destin, à prouver que je pouvais choisir mon chemin. Et maintenant, vous apparaissez, et tout ce que j'ai construit, toute cette indépendance, toute cette force, semble fragile, comme si je n'avais fait qu'attendre votre retour. Le dernier mot sortit brisé, et Antoine sentit comme si quelqu'un venait de lui arracher le cœur. Je suis revenu, 700 ans plus tard, mais je suis revenu, et cette fois, je ne partirai pas, je ne vous abandonnerai pas, je ne choisirai plus jamais l'or à votre place, plus jamais. Comment pouvez-vous promettre ça? Vous ne me connaissez même pas, mais je vous connais, de la façon dont ça compte. Je sais que vous êtes forte parce que vous avez déçu l'être. Je sais que vous êtes douce, même quand le monde vous a traité avec cruauté. Je sais que vous aimez de tout votre être, même en sachant que l'amour peut détruire. Je sais tout ça parce que mon âme porte les souvenirs, et ces souvenirs sont plus réels que n'importe quoi dans cette vie. Antoine entendit Sophie sangloter, petit, contenu, comme si elle essayait de ne pas réveiller. Juliette, dans la chambre d'à côté. J'ai tellement peur, moi aussi, mais peut-être qu'il est temps d'avoir peur ensemble, d'affronter ça ensemble, de finalement briser ce cycle d'abandon et de douleur. Ils restèrent silencieux, tous les deux, tenant le téléphone, connectés à travers des ondes invisibles et des siècles d'histoires partagées. Et dans ce silence, quelque chose changea. Une ultime résistance se brisa. Un mur, soigneusement construit, s'effondra. « Demain, dit Antoine finalement, nous nous rencontrons demain et nous recommençons du bon pied. Demain, acquiesça Sophie. Et quand ils raccrochèrent, tous les deux surent qu'ils venaient de faire une promesse. Une promesse qu'ils ne pouvaient pas briser, pas cette fois, pas après 700 ans, à attendre une seconde chance. Antoine engagea finalement un détective privé, pas pour suivre Sophie, mais pour retracer son histoire, et son histoire à lui, pour voir s'il y avait d'autres connexions qu'il n'avait pas découvertes. Le détective était un homme discret, nommé Gérard.
spécialisé dans la généalogie et la recherche historique. Il avait travaillé sur des affaires d'héritage, de personnes recherchant leurs racines, de mystères familiaux non résolus, mais il n'avait jamais travaillé sur une affaire de réincarnation. Quand Antoine expliqua ce qu'il voulait, Gérard le regarda avec un scepticisme évident. Mais Antoine payait bien, très bien, et Gérard était assez professionnel pour faire le travail, indépendamment de ses convictions personnelles. Le rapport revint 2 semaines plus tard et laissa Antoine paralysé. Le village, dans la France profonde, où Antoine rêvait d'avoir vécu, existait réellement, et dans les registres paroissiaux de 1325, il y avait des entrées, un mariage, Antoine de Montaigne et Sophie de Navarre. 3 ans plus tard, un décès, Sophie de Montaigne, décédée en couche, et 6 mois après cela, un autre registre, Antoine de Montaigne, décédé de sa propre main. Les dates correspondaient exactement à ses rêves. Les noms étaient identiques, et le village se trouvait à seulement 50 kilomètres de l'endroit où la famille de Sophie avait vécu pendant des générations. Ce n'était pas seulement des souvenirs nébuleux, c'étaient des faits historiques, documentés, vérifiables. Ils avaient réellement existé, s'étaient réellement aimés, étaient réellement morts de cette façon tragique. Et maintenant, 700 ans plus tard, ils s'étaient retrouvés, partagé cette vidéo avec quelqu'un qui croit aux connexions qui transcendent le temps. Cette histoire arrive à un moment crucial. Antoine montra le rapport à Sophie dans son appartement, un petit appartement, dans la banlieue, avec des murs fins et des meubles de seconde main. Mais Sophie en avait fait un foyer. Il y avait des photos de Juliette partout, des dessins d'enfants, sur le réfrigérateur, l'odeur du dîner fait maison, dans l'air. Elle lut le rapport, en silence, les mains tremblantes. Quand elle eut terminé, elle le posa soigneusement sur la table et resta à le regarder pendant un long moment. Alors, c'est réel, ce n'est pas de la folie, ce n'est pas de l'imagination, c'est réel, c'est réel. Sophie se mit à pleurer. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de soulagement, de validation, de finalement savoir qu'elle n'était pas folle, que les dessins qu'elle faisait depuis son enfance n'étaient pas de la fantaisie, que les rêves qui la tourmentaient étaient des souvenirs. Antoine la prit dans ses bras, elle se blottit contre sa poitrine, et il sentit chacun de ses muscles se relâcher, comme si elle pouvait enfin laisser tomber l'armure qu'elle portait depuis si longtemps. Je me suis sentie folle toute ma vie. Ma mère me disait que j'avais trop d'imagination. Les médecins me donnaient des médicaments. Mes professeurs me regardaient avec pitié et j'ai commencé à les croire. J'ai commencé à penser qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Mais non, il n'y a rien qui ne va pas chez toi. Tu te souviens? Et maintenant, nous nous souvenons tous les deux. Et nous pouvons enfin réparer ce qui a été brisé. Comment répare-t-on 700 ans de douleur? En vivant, en aimant, en restant, en faisant tout différemment cette fois-ci. Ils s'embrassèrent. Et au moment où leurs lèvres se touchèrent, ils sentirent tous les deux comme si le monde entier se réalignait, comme si l'univers soupirait de soulagement, comme si 2 forces qui devaient toujours être ensemble trouvaient enfin leur équilibre. Dans les mois qui suivirent, Antoine et Sophie construisirent quelque chose qu'aucun d'eux n'avait connu dans cette vie. Un partenariat véritable. Il lui enseigna les affaires. Découvrant qu'elle avait un esprit aiguisé pour les chiffres et la stratégie, elle n'avait simplement jamais eu l'opportunité de l'utiliser. Son œil pour les détails, développé grâce à des années de travail méticuleux de nettoyage, se traduisait parfaitement en analyse financière. Elle voyait des schémas là où d'autres ne voyaient que des chiffres. Elle voyait les problèmes avant qu'ils ne deviennent des crises. Il l'inscrivit à des cours, MBA exécutif, finance d'entreprise, gestion stratégique, et Sophie absorba tout comme une éponge,
prouvant que l'intelligence n'avait jamais rien à voir avec l'opportunité, mais seulement avec l'accès. Ses professeurs étaient impressionnés. Ses camarades de classe, initialement sceptiques quant à la femme qui avait été femme de ménage jusqu'à quelques mois auparavant, apprirent rapidement à la respecter, et elle lui enseigna l'humanité. Sur la façon de voir les personnes dans l'entreprise, non pas comme des ressources, mais comme des individus. Sur la façon dont son succès avait été construit sur le dos de centaines de personnes comme elle, des personnes qui travaillaient à double quart, qui sacrifièrent du temps avec leurs enfants, qui se brisaient le corps pour qu'ils puissent construire son empire. « As-tu déjà entendu l'histoire de Martine ?» demanda Sophie un soir, alors qu'il révisait des rapports financiers. Martine de la comptabilité, Martine du nettoyage, secteur 3, quart de nuit. Elle a 62 ans. Elle travaille ici depuis 20 ans. Son mari est mort d'un cancer il y a 5 ans, la laissant avec des dettes médicales. Elle a de l'arthrite aux 2 mains, mais n'a jamais manqué un jour. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a besoin du salaire. Et tu sais combien on lui verse? Le salaire minimum. Exactement le même qu'il y a 10 ans, seulement ajusté à l'inflation. Antoine sentit la honte le brûler. Il signait des rapports, approuvait des budgets, mais n'avait jamais pensé aux Martines, aux centaines de personnes invisibles qui maintenaient son empire en marche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu vois vraiment, pas comme un PDG regardant des chiffres, mais comme un humain regardant des humains. Viens avec moi demain soir. Quart de nuit, allons travailler avec elle, juste pour une nuit. Et ensuite, tu décides quoi faire. Et alors, Antoine Dubois, PDG milliardaire, passa une nuit à nettoyer des bureaux aux côtés de l'équipe de nuit. Son dos lui faisait mal. Ses mains devinrent rouges à cause des produits chimiques, et il rencontra Martine, et Carole, et Jean, et Pierre. Des personnes réelles, avec des vies réelles et des problèmes réels. Des personnes qui travaillaient en silence pour qu'ils puissent avoir des réunions dans des bureaux reluisants. Le lendemain, il convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. Je propose des changements fondamentaux dans notre structure salariale et d'avantages sociaux. Et alors, il présenta augmentation de 20% pour tous les employés gagnant en dessous d'un certain seuil, crèche sur place, couverture médicale complète, y compris dentaire et optique, congé parental payé, programme d'éducation. Tout cela allait coûter des millions. Le conseil d'administration explosa, des voix s'élevèrent, des projections financières furent agitées, des marges de profit furent invoquées comme si elles étaient des écritures sacrées. C'est insoutenable. Cela va tuer nos rendements. Les actionnaires vont nous poursuivre. Antoine les laissa parler, laissa la tempête passer. Puis, avec la voix calme qu'il utilisait quand il était absolument sûr de lui, il répondit « J'ai passé des vies entières à construire des empires sur le dos de personnes qui travaillaient jusqu'à la mort, littéralement. Je l'ai fait avant. Il y a 700 ans. J'étais un forgeron qui a laissé sa femme enceinte mourir seule parce que j'étais trop occupé à courir après l'or. Et dans cette vie, je faisais la même chose. Construisant une fortune, pendant que des Martines de 62 ans avec de l'arthrite nettoyaient mon bureau pour le salaire minimum. Plus maintenant. Soit nous faisons ces changements, soit je démissionne et emporte tout ce que j'ai construit avec moi. C'était un bluff, un demi-bluff. Il n'était pas sûr s'il démissionnerait vraiment. Mais il n'était pas sûr non plus s'il ne démissionnerait pas. Le silence fut absolu. Alors Gérard, le conseiller le plus ancien, l'homme qui avait aidé Antoine à construire l'empire depuis le début, parla. « Tu as changé, Antoine. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu as changé. Et tu sais quoi? Peut-être qu'on avait besoin de ça. Peut-être qu'on a tous perdu le cap quelque part. Je vote pour, un par un, des mains se levèrent, certains étant d'accord sincèrement, d'autres reconnaissant simplement qu'Antoine avait gagné. Quelques rares, les visages rouges de colère, se levèrent et sortirent. Antoine les laissa partir. Il construisait enfin quelque chose qui en valait la peine. Pas seulement un empire financier,
mais un héritage de décence. Lorsque les changements furent mis en œuvre, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le roulement du personnel chuta presque à zéro. La productivité augmenta. La qualité du travail s'améliora. Des personnes qui avaient passé des années à faire le minimum nécessaire se soucièrent soudainement. S'engagèrent, suggérèrent des améliorations, parce qu'elles sentaient enfin que l'entreprise se souciait d'elles aussi. Et les profits? Ils chutèrent au premier trimestre, mais au deuxième, ils se redressèrent. Au troisième, ils dépassèrent les niveaux précédents. Parce que des employés heureux, en sécurité, valorisés, travaillent mieux, restent plus longtemps, construisent des connaissances institutionnelles, innovent. Les actionnaires qui avaient menacé de poursuivre envoyèrent des emails de félicitations et Martine, qui travaillait à nettoyer des bureaux à 3 heures du matin, reçut sa première augmentation réelle en 10 ans. Elle réussit enfin à payer ses dettes médicales. Elle réussit enfin à respirer. Sophia s'épanouit. Avec une sécurité financière pour la première fois de sa vie, Sophie put déménager dans un meilleur appartement. Sophia put s'inscrire dans une meilleure école, prit des cours de danse dont elle avait toujours rêvé, eut des livres et des jouets et, plus important encore, eut du temps avec sa mère, parce que Sophie n'avait plus besoin de travailler 3 emplois, elle pouvait être présente. Et Sophia adopta Antoine comme une figure paternelle avec la facilité des enfants qui croient encore à la magie. Elle l'appelait Tonton Antoine, attendait à la porte quand il venait dîner, lui montrait chaque dessin, chaque bonne note, chaque dent qui tombait, et Antoine, qui n'avait jamais prévu d'avoir d'enfant, découvrit qu'il aimait chaque seconde de cela. 1 an après cet adieu fatidique, Antoine demanda Sophie en mariage. Ce n'était pas grandiose, pas de bague de diamants énorme, ni de demande en mariage dans un restaurant chic. C'était à la maison, après avoir couché Léa. Ils étaient assis sur le canapé, elle, la tête sur ses genoux, en regardant un film médiocre. « Épouse-moi !» Sophie se redressa, le regardant avec des yeux écarquillés. « Quoi ? Épouse-moi ! Pas parce que c'est ce qu'on attend de nous. Pas parce que c'est la prochaine étape, logique, mais parce que j'ai gaspillé une vie entière sans toi, et j'ai gaspillé plus de 700 ans à payer pour cette erreur, et je ne veux plus gaspiller un seul jour de plus. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle le regarda simplement, étudiant son visage comme si elle cherchait quelque chose. « Tu es sûr ? Parce que le mariage, ce n'est pas que du romantisme, c'est se réveiller avec mauvaise haleine. C'est des disputes à propos d'argent. C'est Léa qui fait des cauchemars au milieu de... La nuit, c'est ma famille compliquée. En Alsace, c'est du travail, dur, tous les jours. Je sais, et je veux tout ça. Je veux le bon et le mauvais. Je veux construire une vie réelle avec toi, pas une fantaisie. Une vie réelle, compliquée, désordonnée, belle. » Des larmes coulaient sur le visage de Sophie. « Oui, oui, je t'épouse. » Il n'y eut pas de bague. Mais lorsqu'ils s'étreignirent, Antoine sentit quelque chose autour de son doigt, comme si une alliance invisible venait d'être placée là, une alliance qui attendait depuis 700 ans pour être réclamée. Si vous n'avez pas encore laissé votre super thanks, c'est le moment. Cette histoire arrive à sa conclusion transformatrice. Le mariage fut petit, seulement quelques amis proches, et Léa comme demoiselle d'honneur. Sophie portait une robe simple. Antoine portait un costume sans cravate. Il n'y eut pas de grande fête, pas des centaines d'invités, seulement les personnes qui comptent, les personnes qui connaissaient vraiment leur histoire. Mais au moment où ils échangèrent leurs vœux, tous les deux ils sentirent comme si ce n'était pas la première fois, comme s'ils ne faisaient que renouveler des promesses faites il y a longtemps, des promesses qui avaient été brisées, mais qui maintenant, finalement, seraient honorées. Moi, Antoine, je te choisis, Sophie, dans cette vie et dans toutes les autres. Je promets de ne jamais t'abandonner, de ne jamais placer l'ambition au-dessus de l'amour, de ne jamais oublier qu'aucune fortune ne vaut un seul instant à tes côtés. Et moi, Sophie, je te choisis. Antoine,
Je promets de ne jamais abandonner, de ne jamais laisser la peur du passé détruire notre avenir. Je promets de rester, même quand ce sera difficile, surtout quand ce sera difficile. Quand ils s'embrassèrent comme mari et femme, Léa cria « Berk » du premier rang, faisant rire tout le monde. Mais Antoine vit qu'elle souriait, ce sourire d'enfant qui a enfin une famille complète. La lune de miel fut en Alsace, spécifiquement dans le village où ils avaient vécu il y a 700 ans. Léa resta avec la famille de Sophie, excitée par l'aventure de rencontrer des cousins qu'elle n'avait jamais rencontrés. Et Antoine et Sophie embarquèrent dans un voyage qui parlait autant du futur que de faire la paix avec le passé. Le village existait toujours, bien qu'il ne s'agisse plus que de quelques maisons de pierre et d'une ancienne église. Les rues étaient les mêmes qu'Antoine voyait dans ses rêves. La place centrale, plus petite maintenant, mais avec la même fontaine de pierre. L'atelier où il avait travaillé comme forgeron était maintenant une petite boutique de souvenirs. Mais la structure était la même. Les poutres en bois, les murs de pierre épais. Antoine s'arrêta devant le bâtiment, tremblant. Sophie lui prit la main. « Ça va? J'ai travaillé ici. J'ai travaillé à cet endroit précis. Je pouvais faire un fer à cheval parfait. Je pouvais modeler le fer comme s'il était de l'argile. Et j'en étais fier. Fier de mon habileté. Fier d'être le meilleur forgeron dans un rayon de 50 kilomètres. Et quand le marchand a offert des opportunités dans les grandes villes, j'ai pensé que mon talent méritait plus, méritait la richesse, la reconnaissance. Alors j'ai tout quitté. Je t'ai quitté. J'ai quitté notre maison. J'ai quitté notre vie. Par orgueil, par ambition stupide. Ce n'était pas stupide, c'était humain. Tu voulais plus. Tout le monde veut plus. Mais j'avais déjà tout. Je ne le savais juste pas. Et quand je l'ai finalement réalisé, il était trop tard. Ils entrèrent dans la boutique. Le propriétaire, un homme local d'âge moyen, les salua joyeusement. Antoine demanda l'histoire du bâtiment. L'homme, fier de sa connaissance locale, raconta que c'était une forge célèbre, que le forgeron original avait été légendaire, qu'il était parti chercher fortune et n'était jamais revenu, que sa femme était morte le cœur brisé, que c'était une histoire triste que les habitants racontaient encore. Un conte de mise en garde contre la cupidité. Antoine sentit chaque mot comme un coup, 700 ans plus tard, et il était encore remémoré. Pas comme un artisan talentueux, pas comme un homme ambitieux, mais comme l'idiot qui a abandonné tout ce qui comptait. Sophie serra sa main plus fort, l'ancrant au présent. Les registres étaient dans l'église, au sous-sol, dans de vieux livres préservés avec un soin révérentiel. Le prêtre local, un homme âgé appelé Père Gabriel, qui s'occupait des archives depuis 50 ans, les accueillit avec une curiosité douce. Quand Antoine expliqua qu'il faisait des recherches sur leurs ancêtres, le prêtre hocha la tête avec compréhension et les conduisit au registre de 1325, et ils étaient là, écrits à l'encre délavée mais toujours lisible, leur nom, leur date, preuve physique de vie vécue il y a longtemps. Mariage, Antoine de Montaigne et Sophie de Lorraine. 15 juin 1322, témoin listé, détail de la dot modeste. Même une note du prêtre de l'époque sur la profondeur de l'amour des nouveaux mariés. Décès, Sophie de Montaigne, 23 mars 1325. Décédé en couche, enfant également décédé, mari absent, enterré au cimetière paroissial. Et finalement, décès, Antoine de Montaigne, 5 octobre 1325, suicide par pendaison, trouvé dans la maison qu'il partageait avec sa défunte épouse, note du prêtre sur le péché mortel, mais compréhension de la douleur insurmontable. Antoine ne pouvait plus respirer, voir tout là, documenté, réel, indéniable. Ce n'était pas que des souvenirs nébuleux, c'étaient des faits historiques. Il avait vraiment fait ça, avait vraiment tout détruit. Vous êtes parent? Le père. Gabriel demanda, curieux de savoir pourquoi 2 Parisiens seraient si émus par des registres aussi anciens. Quelque chose comme ça, répondit Sophie doucement. C'est une histoire triste,
dit le prêtre en hochant la tête. Mais toutes les histoires tristes ne se terminent pas mal. Peut-être, quelque part, d'une manière ou d'une autre. Ils ont trouvé l'apex, se sont retrouvés. J'aime penser ça, que Dieu, dans sa miséricorde infinie, donne des secondes chances, même si ça prend des siècles. Antoine regarda Sophie, elle le regarda en retour, et tous les deux surent que le vieux prêtre, sans le savoir, venait de décrire exactement ce qui s'était passé. Ils visitèrent le cimetière. Les pierres tombales d'origine avaient disparu depuis longtemps, érodées par le temps et les intempéries, mais les registres indiquaient l'emplacement approximatif, une petite zone sous un vieux chêne. Ses racines probablement entrelacées avec les os de ceux qui y avaient été enterrés des siècles auparavant. Antoine resta là, regardant le sol où Sophie avait été enterrée, où il avait pleuré sur sa tombe, où il avait décidé que la vie sans elle ne valait pas la peine d'être vécue, où il était retourné à la maison vide et avait passé une corde autour de son propre cou. Il s'agenouilla, touchant la terre avec des mains tremblantes. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé de ne pas être revenu à temps. Je suis désolé de t'avoir laissé mourir seul, effrayé, appelant mon nom. Je suis désolé d'avoir été si aveugle, si arrogant, si bêtement convaincu que la richesse importait plus que l'amour. Je suis désolé pour tous ces 700 ans que tu as attendus, que nous avons attendus, pour cette seconde chance. » Sophie s'agenouilla à côté de lui. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage. « Et je suis désolé d'être morte, de t'avoir laissé avec cette culpabilité, de t'avoir fait te sentir responsable. Tu ne l'étais pas. La vie est cruelle. Le destin est imprévisible. Je ne suis pas morte parce que tu es partie. Je suis morte parce que ces choses arrivent. Mais la douleur que tu as portée, la culpabilité qui t'a consumée au point de prendre ta propre vie, ça, je le regrette. Parce que tu ne méritais pas ça. Nous ne méritions pas ça. » Ils restèrent là, agenouillés dans la terre ancienne, pleurant des vies perdues et des secondes chances gagnées. « Tu es revenu maintenant, » dit finalement Sophie, sa voix ferme malgré les larmes. « Et cette fois, nous savons tous les deux ce qui compte. Cette fois, nous allons bien faire. Cette fois, nous restons, quoi qu'il arrive, peu importe ce que la vie nous réserve. Nous restons, répéta Antoine. Ils plantèrent des fleurs sur l'emplacement, des roses blanches, les mêmes qu'Antoine se souvenait, avec une clarté cristalline maintenant. Avoir offert à Sophie le jour de leur mariage il y a 700 ans, les mêmes qu'il avait placés sur sa tombe quand il était finalement revenu, riche en argent, mais ruiné en esprit, une offrande, une reconnaissance, un adieu au passé et un bonjour à l'avenir. Un avenir où il finirait par bien faire, un avenir où l'amour vaincrait l'ambition, un avenir où rester serait plus important que partir. Cette nuit-là, dans le petit hôtel du village, ils firent l'amour pour la première fois, et c'était comme si ce n'était pas la première fois. Chaque caresse était familière, chaque baiser était une mémoire. Leurs corps se connaissaient d'une manière qui transcendait cette vie, et quand ils eurent terminé, enlacés dans les bras l'un de l'autre, ils pleurèrent tous les deux. Ils pleurèrent pour tout ce qu'ils avaient perdu, pour tout ce qu'ils avaient retrouvé, pour tout le voyage qui les avait ramenés à ce moment. « Je t'aime, à travers les siècles, à travers les vies, à travers tout. » Antoine murmura contre ses cheveux. « Je t'aime, je t'ai toujours aimé, je t'aimerai toujours. » Les années qui suivirent ne furent pas parfaites. Aucune relation ne l'est. Ils se disputèrent, ils furent en désaccord. Il y eut des moments de frustration et de colère, mais la différence était qu'ils savaient tous les deux ce qui était en jeu. Ils savaient ce que signifiait se perdre l'un l'autre. Alors, ils travaillèrent toujours à travers les problèmes. Ils revenaient toujours à la conversation. Ils choisissaient toujours de rester. Chloé grandit. Elle devint une adolescente brillante et forte. Antoine l'adopta officiellement quand elle eut 10 ans. Et quand elle l'appela papa pour la première fois, il pleura. Parce qu'il était enfin le père qu'il aurait dû être il y a 700 ans pour la fille qu'il n'avait jamais connue. Sophie s'épanouit dans son rôle dans l'entreprise. Antoine la promut non par favoritisme,
mais parce qu'elle était extraordinairement bonne. Elle comprenait les gens d'une manière qu'ils n'avaient jamais pu. Elle transforma la culture de l'entreprise, en faisant un endroit où les gens voulaient vraiment travailler, où ils se sentaient valorisés, où ils pouvaient prospérer. Et Antoine trouva finalement la paix, pour la première fois en 40 ans. Les cauchemars s'arrêtèrent, parce qu'il avait finalement corrigé son erreur. Il était finalement resté. Il avait finalement choisi l'amour plutôt que l'ambition. Ils eurent un autre enfant ensemble, un garçon qui naquit avec les yeux de Sophie et le sourire d'Antoine. Baptiste, en l'honneur du prêtre bienveillant qui les avait accueillis dans le village de la France profonde. Et quand Antoine tint le bébé pour la première fois, il sentit comme si un cercle s'était finalement refermé, comme si l'enfant qui était mort il y a 700 ans avait enfin eu sa chance de vivre. L'accouchement fut difficile. Sophie eut des complications pendant des heures. Antoine attendit devant la salle d'opération, priant des dieux auxquels il n'était pas sûr de croire. « S'il vous plaît, pas encore. Ne la laissez pas mourir encore. J'ai tout bien fait cette fois. Je suis resté. J'ai aimé. Je l'ai choisi plus que tout. S'il vous plaît, ne me la reprenez pas. » Et peut-être que ces dieux ont entendu, ou peut-être que c'était juste la médecine moderne, ou peut-être que c'était simplement que cette fois, le destin était de leur côté. Sophie survécut, Baptiste survécut. Et quand Antoine put finalement entrer et voir sa femme tenant son fils, il pleura de soulagement, de gratitude, d'un amour si profond que ça faisait mal. « Nous avons réussi », murmura Sophie, épuisée mais souriante. Cette fois, nous avons réussi, mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que quand Baptiste eut 3 ans, il commença à parler de choses qu'il ne pouvait pas savoir, d'une maison en pierre, d'une forge, d'une femme qui est morte, d'avoir attendu longtemps pour revenir. « J'étais si petit, dit-il un soir pendant le dîner, si petit que je ne pouvais pas respirer, et c'était sombre et froid, et je voulais rester, mais je ne pouvais pas. Alors j'ai dû partir, mais j'ai promis que je reviendrai. J'ai promis à maman que je reviendrai. » Antoine laissa tomber sa fourchette. Sophie resta complètement immobile. Chloé, maintenant âgée de 9 ans, regarda son frère avec des yeux écarquillés. « Toi aussi, je pensais que c'était seulement moi. » Et alors les enfants commencèrent à partager des souvenirs fragmentés, des rêves qui étaient trop réels pour n'être que des rêves. Chloé se souvenait d'une maison en pierre, d'un homme avec de grandes mains calleuses qui la faisait rire, d'une mère qui chantait pendant qu'elle cuisinait. Baptiste se souvenait de l'obscurité, de la lutte, de ne pas pouvoir respirer, d'une tristesse si profonde que même 3 ans plus tard, il se réveillait parfois en pleurant sans savoir pourquoi. Antoine et Sophie se regardèrent par-dessus la table, et ils surent tous les deux. Ce n'était pas seulement eux qui étaient revenus, c'était toute la famille, réunie, finalement complète. La famille qui avait été détruite par des choix égoïstes il y a 700 ans avait maintenant sa seconde chance. Et cette fois, ils ne la gaspilleraient pas. Ceci est une histoire sur des âmes qui se rencontrent à travers le temps, sur la façon dont le véritable amour ne meurt jamais, il attend seulement, sur la façon dont chaque choix que nous faisons résonne à travers les vies, et sur la façon dont, parfois, l'univers nous donne une seconde chance, ou une 20e chance. Combien de fois faudra-t-il, jusqu'à ce que nous apprenions la leçon? Laissez un commentaire pour me dire si vous croyez aux âmes sœurs, qui se retrouvent à travers plusieurs vies. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui explorent les mystères profonds de l'amour éternel. Antoine Dubois est mort à 83 ans, entouré de sa famille. Sophie lui tenait la main jusqu'à son dernier souffle, et ses dernières paroles furent les mêmes qu'il y a 700 ans. Mais cette fois, sans aucun regret, « Je reviens vers toi, je reviens toujours. » Et Sophie sourit à travers ses larmes. « Je sais, et je serai là, à t'attendre, parce que certaines âmes sont destinées à se rencontrer, vie après vie, siècle après siècle, jusqu'à ce qu'elles finissent par comprendre, jusqu'à ce qu'elles comprennent qu'aucune fortune, aucune ambition, aucune peur
ne vaut la peine si cela signifie perdre la personne qui est l'autre moitié de son âme. C'est l'histoire d'Antoine et Sophie, mais c'est aussi l'histoire de chacun de nous, parce que nous portons tous des connexions de vie passée. Nous avons tous des âmes que nous reconnaissons. Nous avons tous des leçons que nous sommes venus apprendre, même si nous ne nous en souvenons pas consciemment. Notre âme, elle, se souvient toujours. Combien de fois avez-vous déjà rencontré quelqu'un et eu l'impression de le connaître depuis toujours? Combien de fois avez-vous visité un endroit pour la première fois, mais senti que vous y étiez déjà allé? Combien de fois avez-vous eu une peur irrationnelle, une attraction inexplicable, une certitude profonde sur quelque chose que, logiquement, vous ne devriez pas savoir? Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des échos de vie que nous avons vécues, de choix que nous avons faits, de personnes que nous avons aimées et perdues, et promis de retrouver. La question est, êtes-vous attentif? Reconnaissez-vous les signes? Faites-vous les bons choix? Et cette fois, ou êtes-vous toujours pris dans le même cycle, commettant les mêmes erreurs, perdant les mêmes personnes, vie après vie? L'univers offre toujours des chances, mais il nous appartient de les saisir. Il nous appartient de choisir l'amour plutôt que la peur, la présence plutôt que l'ambition, rester plutôt que fuir. Il nous appartient de reconnaître quand notre âme crie, même si notre esprit ne comprend pas pourquoi. Antoine a failli ne pas écouter, a failli laisser la logique parler plus fort, a failli se convaincre que ce n'était que des sentiments confus, de l'attraction physique, de la projection psychologique, a failli gaspiller sa seconde chance, parce qu'il avait peur de paraître fou, mais il a écouté, au dernier moment, il a écouté, et cela a fait toute la différence. Antoine a mis 700 ans à comprendre ça. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez apprendre maintenant, dans cette vie. À cet instant, vous pouvez regarder autour de vous et vraiment voir les personnes que votre âme reconnaît, voir les opportunités que l'univers vous offre, voir les schémas que vous répétez. Regardez autour de vous. Qui sont les personnes que votre âme reconnaît? Qui sont celles qui vous donnent l'impression de les connaître depuis toujours? Soyez attentifs, parce qu'elles pourraient être exactement la raison pour laquelle vous êtes ici. Et si vous avez déjà perdu ces personnes, si vous avez déjà commis les erreurs, il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Parce que si Antoine et Sophie ont pu se retrouver à travers 7 siècles de séparation, à travers d'innombrables vies et morts, alors tout est possible. L'amour véritable n'a pas de date de péremption. Il n'obéit pas aux lois du temps linéaire. Il ne se plie pas aux règles de la logique. Il est simplement éternel, inébranlable, inévitable. Et si vous avez la chance de le trouver dans cette vie, ne le laissez pas partir. Ne l'échangez pas contre de l'argent, ou du pouvoir, ou de la peur. Tenez-le à 2 mains, et ne le lâchez jamais, parce que peut-être, vous n'aurez plus 700 ans pour réparer l'erreur. Peut-être que c'est votre dernière chance. Et voulez-vous vraiment risquer de devoir attendre une vie entière de plus pour être avec la personne que votre cœur reconnaît comme votre foyer? Pensez aux fois où vous avez choisi la carrière plutôt que la relation, l'argent plutôt que le temps de qualité, l'orgueil plutôt que la vulnérabilité, la peur plutôt que l'amour. Ces choix semblent logiques sur le moment. Ils semblent pratiques, responsables, matures. Mais le sont-ils vraiment? Ou ne sont-ce que les mêmes erreurs que nous avons déjà commises des centaines de fois auparavant, les mêmes schémas se répétant? Parce que nous n'avons toujours pas appris la leçon, Antoine a choisi l'ambition plutôt que l'amour, il y a 700 ans, et il a passé 7 siècles à en payer le prix, à porter la culpabilité, à avoir des cauchemars, à sentir un vide qu'aucune conquête ne parvenait à combler, jusqu'à ce que finalement, dans cette vie, il ait eu la chance de choisir différemment, et il a failli ne pas choisir, a failli répéter la même erreur, a failli la renvoyer, la repousser, la perdre, de nouveau, parce que c'était plus facile, parce que c'était plus sûr, parce que reconnaître la connexion,
signifiait accepter des choses que son esprit logique ne parvenait pas à traiter. Mais son âme savait, son âme a toujours su. Et quand il a finalement écouté son âme, au lieu de son esprit, tout a changé. Antoine n'a pas voulu prendre le risque. Et quand il a finalement compris ça, quand il a finalement choisi l'amour plutôt que la logique, la présence plutôt que l'absence, la vulnérabilité plutôt que l'orgueil, sa vie entière a changé. Il est passé d'un homme vide, avec des comptes bancaires bien remplis, à un homme riche, de toutes les façons qui comptent, riche en amour, riche en famille, riche en but, riche en paix. Voici la leçon, voici le message, voici le but de tout ça. Ne gaspillez pas votre vie, ne gaspillez pas votre amour, ne gaspillez pas vos chances. Parce que chaque moment que vous passez à ignorer le cri de votre âme est un moment qui ne reviendra jamais. Chaque opportunité d'amour que vous laissez passer par peur ou orgueil ou logique est une opportunité qui risque de ne pas revenir dans cette vie. Parce que le temps est court, même quand il est mesuré en vie. Et le seul héritage qui compte, c'est l'amour que vous avez donné et reçu. À la fin, quand vous regarderez en arrière, vous ne vous souviendrez pas des réunions auxquelles vous avez assisté ou des contrats que vous avez signés. Vous vous souviendrez des moments, des contacts, des sourires, des fois où vous avez choisi l'amour. Tout le reste, ce n'est que poussière. Oubliez, des siècles après votre départ, mais l'amour véritable, celui-là, résonne à travers l'éternité, comme l'amour d'Antoine et Sophie, qui a commencé il y a 700 ans, qui a survécu à la mort, au temps, à l'oubli, et qui finalement, a eu sa fin heureuse, ou plutôt son commencement heureux, parce que pour les âmes éternelles, il n'y a jamais vraiment de fin, seulement de nouveaux chapitres, de nouvelles aventures, de nouvelles chances d'aimer plus profondément, plus complètement, plus véritablement, et à la fin, ou au début, ou n'importe où entre les deux. Ce qui compte, c'est qu'ils aient retrouvé le chemin l'un vers l'autre, comme ils le feraient toujours, comme ils le feront toujours, vie après vie après vie, jusqu'à la fin des temps et au-delà, parce que c'est ce que font les âmes sœurs. Elles retrouvent toujours le chemin de la maison, et la maison n'est pas un lieu, c'est une personne, c'est la personne dont vous reconnaissez les yeux à travers les siècles. C'est la personne dont le contact vous semble familier, même quand vous vous rencontrez pour la première fois. C'est la personne que votre âme vous crie de ne pas laisser partir, même quand votre esprit ne comprend pas pourquoi. Pour Antoine, cette personne a toujours été Sophie, à travers 700 ans, à travers 2 vies documentées et probablement d'innombrables autres, à travers la mort et la naissance et tout ce qu'il y a entre les deux. Toujours Sophie. Et pour Sophie, toujours Antoine. Peu importe le nombre de vies, peu importe la douleur endurée, peu importe le temps, toujours se retrouver, toujours se reconnaître, toujours s'aimer. Voilà la vérité sur les âmes sœurs. Elles ne sont pas parfaites. Elles ne rendent pas tout facile. Elles rendent juste tout valable. Et c'est ça, la différence. C'est ça, la magie. C'est ça, la raison pour laquelle certaines personnes traversent des océans, tandis que d'autres n'osent même pas traverser une rue. Parce que, quand vous rencontrez votre âme sœur, vous ne rencontrez pas seulement une personne. Vous vous rencontrez vous-même, la partie de vous qui manquait, la partie de vous qui a toujours su qu'il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose d'éternel. Antoine a trouvé cela en Sophie, et il a failli le perdre à cause de l'orgueil, de l'ambition, de la peur. Mais l'univers, dans son infinie miséricorde, lui a donné une autre chance. Et cette fois, il ne l'a pas gaspillée. Et vous, êtes-vous en train de gaspiller votre chance ou la serrez-vous à 2 mains? Pensez-y, pendant que vous continuez votre vie, pendant que vous faites vos choix, pendant que vous décidez ce qui est important, parce qu'un jour, vous aussi, vous serez à la fin, regardant en arrière. Et la seule question qui importera, c'est « Avez-vous suffisamment aimé? Êtes-vous resté quand c'était difficile? Avez-vous choisi la présence plutôt que l'absence? »
Avez-vous choisi l'amour par-dessus tout le reste? Antoine peut finalement répondre oui. Il lui a fallu 700 ans, mais il peut finalement dire oui. Et alors, il est parti en paix, sachant que, où que son âme aille ensuite, Sophie l'attendrait, comme elle l'a toujours fait, comme elle le fera toujours, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent de nouveau, et de nouveau, et de nouveau, pour toujours. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre super merci. C'est ainsi que nous pouvons continuer à apporter des histoires qui explorent les plus grands mystères de l'existence humaine. L'amour, la mort et ce qui existe entre et au-delà. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez avec quelqu'un qui a besoin de savoir que le véritable amour ne meurt jamais. Il attend juste le bon moment pour revenir. Fin.